Le poids de la boîte dans mes mains semble plus lourd qu'il ne le devrait, non pas à cause de la machine à expresso à 5000 $ à l'intérieur, mais à cause de ce qu'elle signifie pour moi. Je me tiens sur le porche de la maison familiale de Sierra, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur la pelouse bien entretenue. La fête d'anniversaire de ma femme bat son plein à l'intérieur. Les rires et les tintements de verre débordent par les fenêtres ouvertes. J'ajuste ma prise, le papier d'emballage brillant se froissant sous mes doigts. Ce n'est pas seulement un cadeau. C'est un souvenir, un lien avec les matins où Sierra et moi étions assis sur notre petit balcon en sirotant un café et en parlant de rien et de tout. À l'époque où elle me regardait comme si j'en avais assez, je prends une profonde inspiration, j'ouvre la porte et je m'enfonce dans le chaos. Le salon est bondé, ses amis, sa famille, tous habillés comme s'ils auditionnaient pour un magazine. Sierra est au centre, ses cheveux auburn captant la lumière. Alors qu'elle rit de quelque chose. Chuchote sa sœur, Brie. J'attire son regard et brandis la boîte en lui offrant un petit sourire. Elle lève un sourcil mais ne vient pas tout de suite, terminant sa conversation en premier. Mon estomac se tord, mais je l'efface. C'est sa journée, laisse-la profiter de tout cela. C'est vrai, tout le monde se rassemble. La mère de Sierra, Hélène, frappe dans ses mains, sa voix coupant le bavardage. Le temps des cadeaux. La foule se déplace, formant un cercle lâche autour d'une table déjà remplie de cadeaux. Sacs de créateurs, bons de spa, boîte à bijoux. Je me faufile en posant soigneusement ma boîte, en m'assurant que l'arc reste parfait. Sierra nous rejoint enfin, son parfum flottant alors qu'elle me frôle sans un mot. Je me tiens prêt, les mains arrière dans mes poches, la regardant déchirer les premiers cadeaux. Une écharpe en cachemire d'Hélène reçoit un cri et un câlin. Un bracelet en or de Calvin, le mari de Bray, suscite un halètement dramatique et une pause pour des photos. Mon cadeau est le prochain. Je m'avance légèrement, le cœur battant. Elle soulève la boîte, teste son poids et me lance un rapide coup d'œil, plus curieuse qu'excitée. Lourd, dit-elle avec un sourire narquois, et quelques personnes rient. Je hausse les épaules, essayant de jouer cool, mais j'attends qu'elle le voie pour s'en souvenir. Le papier d'emballage tombe, révélant l'élégante boîte noire avec le nom de la marque gravé en argent. Un murmure se propage dans la pièce. Quelqu'un le reconnaît, c'est que ce n'est pas bon marché. Les lèvres de Sierra s'entr'ouvrent, mais pas de crainte. Elle fronce les sourcils et penche la tête comme si elle essayait de résoudre un puzzle. Une machine à expresso ? Dit-elle d'une voix plate, presque amusée. Brie renifle en se couvrant la bouche et Calvin laisse échapper un grand « oh ». Allez, mec. La pièce éclate de rire, vif et soudain, comme une volée d'oiseaux qui s'envolent. Mon visage brûle. J'ouvre la bouche pour expliquer les matins que nous aimions, comment elle en avait toujours voulu un comme celui-ci, mais Sierra parle déjà. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Ouvrir un café? Plus de rire plus fort. Maintenant. Hélène secoue la tête en marmonnant quelque chose. À propos de l'aspect pratique, ma poitrine se serre et je me force à sourire, mais c'est comme une grimace, je pensais que ça te plairait. Je dis doucement, mais personne ne m'entend à cause du bruit. Sierra pose la boîte sur le sol, pas même sur la table, comme si c'était un sac poubelle dont elle s'occuperait plus tard, elle passe au prochain cadeau, une paire de talons d'un ami, et l'attention de la pièce la suit, me laissant là invisible, j'essaie de rester là, invisible. Ça ne pique pas. Je prends un verre à la cuisine, je discute avec un gars, je connais à peine le football, quoi que ce soit, pour m'occuper les mains. Mais chaque fois que je regarde Sierra, elle rayonne, entourée de son peuple, et cette boîte est toujours sur le sol, intacte. Brie attire mon attention à un moment donné, souriant comme si elle avait gagné quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle me déteste, mais elle ne l'a jamais caché. Calvin ne va pas mieux. Ses bras autour de Brie et il rit trop fort, probablement de moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis la punchline d'une blague. On ne me l'a pas dit. 1 heure plus tard, j'ai fini. Je marmonne une excuse concernant le travail à Hélène, qui écoute à peine, et je me glisse par la porte d'entrée. L'air extérieur est frais et je l'avale, essayant de desserrer le nœud dans ma gorge. En rentrant chez moi, la route est un peu floue, pas de larmes, juste de l'épuisement. Je n'arrête pas de revivre le visage de Sierra, ce moment où elle a regardé le cadeau et n'a rien vu qui valait la peine d'être gardé. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est le morceau de nous que je pensais avoir encore mis de côté comme si cela ne signifiait rien. Au moment où j'arrive dans notre allée, mes mains sont stables, mais quelque chose en moi bouge. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais il est là, net et silencieux, attendant que je le rattrape. J'ouvre la porte, j'entre et je laisse le silence de la maison m'engloutir entièrement. La maison est trop calme quand je rentre à la maison, le genre de calme qui se presse contre vos oreilles et rend chaque pensée plus forte. J'enlève mes chaussures et me dirige droit vers le canapé, m'y enfonçant comme si je pouvais disparaître si je reste suffisamment assis. La fête d'anniversaire de Sierra ressemble à un mauvais rêve,
Mais la piqûre de ces mots, une chose inutile, la maintient réelle. Mon téléphone sonne dans ma poche et je l'ignore presque, pensant que c'est sa mère qui vérifie si je suis bien rentré à la maison ou un courrier électronique professionnel dont je me soucie pas en ce moment, mais Tabi gagne et je le sors. L'écran s'allume avec une notification des réseaux sociaux de Sierra, une publication étiquetée avec son nom. Mon pouce flotte et je sais que je ne devrais pas regarder, mais je le fais. Là, c'est une photo de la machine à expresso, encore dans sa boîte, rangée dans un coin du salon familial comme un bagage oublié. La légende me frappe comme un coup de poing. Une chose inutile de la part de la personne la plus inutile du monde. Elle a ajouté un emoji riant et un haussement d'épaule comme si c'était une grosse blague. Je regarde les mots, mon pouls battant dans mes tempes. Les commentaires s'accumulent déjà, des visages rieurs, des phrases sarcastiques, quelques mauvais messages de ses amis. Le commentaire de Bray est en haut. Mon Dieu, à quoi pensait-il avec une série d'émojis de larmes de joie? Calvin est intervenu également. Mec n'a pas de jeu. Je fais défiler la page plus loin et c'est une frénésie alimentaire. Des étrangers, des collègues de travail, même des personnes que je pensais m'apprécier. Tout ce qui s'accumule sur ma poitrine me donne l'impression qu'elle s'effondre, non seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause du simple poids d'être si public. Ce n'est pas seulement elle qui se moque de moi auprès de sa famille. C'est elle qui dit au monde que je ne suis rien. Je pose le téléphone, face contre terre sur la table basse, mais les mots sont gravés dans ma tête. Inutile, la personne la plus inutile au monde. Je me penche en arrière et regarde le plafond, essayant de lui donner un sens. Sierra a toujours eu la langue acérée, surtout lorsqu'elle est avec sa sœur ou ses amis, mais là, c'est différent. Ce n'est pas un coup privé que je peux ignorer, ni un combat dont nous rirons plus tard. C'est une ligne franchie, une porte claquée. Je pense à ces matinées café que nous prenions, à la façon dont elle souriait devant sa tasse et me disait que j'avais préparé la meilleure infusion qu'elle ait jamais goûtée. Était-ce un mensonge ou est-ce que quelque chose a changé? Quelque chose que j'ai raté? Mon esprit dérive vers les premiers jours où nous étions fauchés et heureux, partageant un café bon marché au restaurant parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Je pensais que ce cadeau ramènerait ça, un rappel de qui nous étions. Au lieu de cela, c'est comme si je lui avais tendu un miroir et qu'elle détestait ce qu'elle voyait. Je me lève et fais les 100 pas dans le salon, mes chaussettes éraflées contre le bois dur. La maison semble trop grande. Sans elle ici, elle est probablement encore chez ses parents et absorbe toute l'attention. Je m'arrête à la cuisine où se trouve sur le comptoir une cafetière bon marché, celle que nous utilisons depuis des années. C'est rayé et taché mais ça marche. Je ris presque. Peut-être que je suis inutile de lui acheter quelque chose de chic alors que l'ancien allait bien. Mais non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de la machine, il s'agit du fait qu'elle décide que je n'ai plus d'importance, et pire encore, qu'elle dise la même chose à tout le monde. Mes yeux se posent sur une photo sur le frigo. Nous dans la cabane de son grand-père il y a des années, nous souriant tous les deux comme des enfants. Walter Claiborne a pris cette photo. C'était un vieux dur, il n'aimait jamais les peluches chaudes, mais il m'aimait bien. J'entends encore sa voix de Gralie sur le whisky un soir après que Sierra et moi nous soyons fiancés. Tu es un homme bon, avait-il dit en me pointant un doigt noueux. Ne la laissez pas l'oublier, et si elle réussit, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire à l'époque, j'ai juste hoché la tête et siroté mon verre, mais maintenant, debout dans cette cuisine vide, ces mots me semblent une bouée de sauvetage. Je reprends mon téléphone, ignorant le flot de nouvelles notifications. Au lieu de cela, j'ouvre mon courrier électronique et cherche le nom de Walter. Mes mains sont stables maintenant, la douleur se transforme en autre chose, peut-être en concentration ou en colère. Je trouve un vieux message de Walter. Lui, envoyé 1 an avant son décès, avec un document numérisé en pièces jointes. C'est le contrat de prêt pour la boutique de Sierra, celui qui lui a donné 200 000 $ pour démarrer. J'ai aidé et rédigé. Je me suis assuré qu'il était juste mais serré, parce que Walter ne croyait pas aux aumônes, même pour la famille, les conditions étaient claires. Remboursable sur demande si jamais elle abusait de sa confiance, mon sondage ralentissait à mesure que les pièces s'assemblaient. Walter m'a nommé comme cadre d'État, à donner. Je contrôle ses finances, Sierra n'a jamais remboursé ce prêt et elle gère son entreprise comme si c'était son droit de naissance, pas une dette. Je m'appuie contre le comptoir, le téléphone lourd dans la main. Si elle oublie ce que vous avez fait pour elle, ce journal s'en souviendra. Walter avait dit qu'il la connaissait mieux que moi. J'ai vu cela venir alors que j'étais trop aveugle pour le remarquer. Je ne décide encore rien. Fermez simplement l'email et posez le téléphone. Mais l'idée est là, tranchante et froide comme un couteau. Je ne savais pas que je le portais. Je me dirige vers la chambre, sans prendre la peine d'allumer la lumière. Le lit est trop grand sans Sierra, mais je m'en fiche. Je reste là à regarder le noir et je laisse mon esprit travailler, pas sur le message, ni sur les commentaires,
ni sur les rires de sa famille sur ce qui va suivre. Elle pense que je suis inutile. Très bien. Voyons ce qui se passera quand je cesserai d'être celui qui prend, quand je commencerai à rendre ce que je reçois. Le lendemain matin, je me réveille avec un mal de tête et un but. La maison est toujours vide. Sierra a dû rester chez ses parents, profitant probablement de son coup sur les réseaux sociaux. Je ne vérifie pas les messages sur mon téléphone et ne fais pas défiler les commentaires sur son message. J'en ai assez vu. Au lieu de cela, je me verse une tasse de café provenant de cette machine à café dans la cuisine, dont le goût amer m'anéantit. Alors que je suis assis à la table à manger, la lumière du soleil traverse la fenêtre, attrapant la poussière dans l'air et pendant un instant, je respire. Mais mon esprit est déjà en mouvement, repensant aux paroles de Walter d'il y a des années. Si elle oublie ce que vous avez fait pour elle, ce journal se souviendra que le contrat de prêt est là dans mon courrier électronique comme une arme chargée que je n'aurais jamais pensé toucher. Je pose ma tasse et me dirige vers mon bureau, une petite pièce à l'écart du couloir qui fait plus office de placard que de bureau. C'est là que je conserve les dossiers, les anciennes déclarations de revenus, tout ce qui est important et qui ne rentre pas dans le reste de la maison. Le bureau est encombré, mais je sais exactement ce que je cherche. J'allume mon ordinateur portable. Les écrans brillent durement dans la pièce sombre. Mes doigts bougent rapidement, récupérant l'email de Walter avec le document numérisé. Là, c'est l'accord de prêt daté d'il y a 6 ans, signé par Sierra et notifié par l'avocat de Walter, M. Gilroy. Je l'ai lu lentement, en m'assurant de ne pas imaginer des choses. Un prêt de 200 000 $ pour démarrer sa boutique avec une clause selon laquelle le remboursement peut être exigé à la discrétion du dirigeant. C'est moi. Walter m'a nommé directeur de la succession 2 ans avant sa mort. Il a dit que j'étais la seule en qui il avait confiance pour gérer les choses équitablement. Sierra n'a jamais aimé ça. Elle pensait que ça aurait dû être elle ou sa mère. Mais Walter ne bougeait pas. J'imprime le document, l'imprimante siffle en recrachant les pages. Le tenir dans mes mains est différent, plus lourd, comme si je franchissais une ligne rien qu'en le touchant. Je m'assois sur ma chaise et regarde les signatures. Sierra est folle et confiante, comme si elle signait un autographe. Walter c'est vif, délibéré. Je peux presque entendre sa voix me dire de me défendre. Je ne suis pas un gars vengeur, du moins je n'ai jamais pensé que je l'étais. Mais hier, quelque chose a changé qui a rendu ces paroles inutiles, plus profondes que je ne veux l'admettre. Ce n'est pas seulement l'argent que j'ai dépensé pour la machine à expresso ou la façon dont sa famille a ri. Ce sont les années où j'ai le sentiment d'être toujours à un pas derrière elle, essayant de prouver que je vaux la peine d'être gardé. Je l'ai aidé à construire cette boutique, pas seulement avec l'argent de Walter mais aussi avec mon temps. Des soirées tardives à équilibrer ses livres, des week-ends à réparer des étagères, à la dénigrer lorsqu'elle paniquait à propos de l'inventaire. Et maintenant, sur la punchline, je pose les papiers et me frotte les yeux en essayant de réfléchir correctement. Une partie de moi veut l'appeler, lui demander pourquoi elle a fait cela, voir s'il reste quelque chose à sauver, mais une autre partie, celle qui est réveillée maintenant, c'est qu'elle pensait chaque mot de cette légende. Elle voulait me faire du mal et elle voulait que tout le monde le voie. Je prends mon téléphone et cherche le numéro de M. Gilroy. Il est en semi-retraite maintenant, mais Walter a toujours dit qu'il était plus intelligent que la plupart des avocats, la moitié de son âge. Mon pouce passe sur le bouton d'appel. C'est réel. Si je fais ça, je ne peux pas revenir en arrière. La boutique de Sierra, c'est tout son univers, son esthétique Instagram, ses brunchs avec des influenceurs. Son patron, Lady Vibe. Exiger le remboursement du prêt pourrait le faire échouer. Je pense à son visage lorsqu'elle a ouvert mon cadeau, à la façon dont elle l'a jeté comme si de rien n'était. Ma mâchoire se serre et j'appuie sur appel. Gilroy répond à la 3e sonnerie, sa voix grinçante mais chaleureuse. Non, ça fait un moment, tout va bien. Je ne perds pas de temps en bavardage. Je lui parle du prêt, de l'accord, de mon rôle de cadre. Je ne mentionne pas le poste ou la fête, je m'en tiens simplement au fait. Il écoute tranquillement, à l'exception d'un bourdonnement occasionnel, pendant qu'il traite. Quand j'ai fini, il y a une pause et je peux presque le voir adossé au dossier de sa chaise, les lunettes posées sur le nez. Le prêt est exécutoire, dit-il. Finalement, Walter s'en est assuré. En tant que dirigeant, vous avez le droit de le racheter en totalité, intérêt compris. Si vous le souhaitez, je peux rédiger une demande de remboursement aujourd'hui. Tu es sûr de vouloir continuer? En suis-je sûr? Je regarde les papiers sur mon bureau puis j'ajoute une photo sur le mur. Moi et Sierra au mariage d'une amie, son bras autour de moi, nous sourions tous les deux. C'était il y a 3 ans, avant que sa boutique ne décolle, avant qu'elle ne se soucie plus des likes que de nous. Je pense aux commentaires sur son post, aux émojis rieurs, à Brie et Calvin qui l'encouragent. Ouais, je dis ma voix ferme. Je suis sûr que Gilroy ne recule pas, dit simplement qu'il aura le projet d'ici demain et que nous devrons planifier une livraison officielle. Je le remercie et raccroche le cœur battant,
mais pas de peur. C'est autre chose. Résous peut-être que je n'essaie pas de la détruire. Je veux juste qu'elle ressente ce que j'ai ressenti, qu'elle voit ce qui se passe quand on traite quelqu'un comme s'il n'avait pas d'importance. Je passe le reste de la journée à trier davantage de fichiers, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que cela me tient les mains occupées. Je retrouve les reçus des premières notes de la boutique que j'ai écrites au fournisseur, et même une carte de remerciement que Sierra m'a offerte après sa première grande vente. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dit-elle de sa main. Je le jette à la poubelle. Le soir, je suis calme, concentré. Je prépare un sandwich, le mange debout dans la cuisine et vérifie une dernière fois mon téléphone. Aucun message de Sierra, juste plus de notifications de son message. Je ne les ouvre pas. À la place, je pense à Walter, qui disait toujours que la famille était une question de loyauté et non de compétition. Il serait déçu par elle, mais je ne pense pas qu'il serait surpris. Il la voyait clairement et il me faisait confiance pour faire de même. Je me couche tôt, le contrat de prêt toujours sur mon bureau. Demain, je trouverai la prochaine étape. Pour l'instant, j'ai juste besoin de dormir pour laisser s'installer cette nouvelle version de moi-même, une version qui ne s'excuse pas d'exister. Je me réveille au son de mon alarme. La pièce est toujours sombre, à l'exception d'un éclat de lumière grise qui s'infiltre un instant à travers les stores. Je reste allongé là, laissant le calme s'enfoncer dans mon esprit, déjà en course avec ce qui m'attend. Aujourd'hui, je fais en sorte que Sierra me voie, pas le gars dont elle se moquait, pas celui dont sa famille se moquait, mais celui qui a fini de jouer le jeu. Je me lève du lit, m'asperge le visage d'eau froide et me dirige vers la cuisine. La cafetière bourdonne pendant qu'elle prépare, remplissant l'air d'une amertume familière qui me stabilise. Je ne vérifie pas mon téléphone. Je ne veux pas voir si elle a ajouté du carburant à son message ou si ses amis continuent de s'accumuler. Ça n'a plus d'importance. J'ai quelque chose de mieux que des mots, un cadeau qui frappera plus fort que n'importe quelle légende. À midi, M. Gilroy m'envoie par email la demande de remboursement. Une lettre claire et absurde décrivant les 200 000 $ que Sierra doit à la succession de Walter, payable dans les 30 jours. Je l'ai lu 2 fois. Ma traction était régulière mais forte dans mes oreilles. C'est réel maintenant, pas seulement une idée née de la colère. Je l'imprime, je le plie soigneusement et je le pose sur la table à manger comme si c'était quelque chose de sacré. Je dois faire en sorte que cela compte, pas seulement légalement, mais personnellement, je me rends dans une boutique de cadeaux du centre-ville. Le genre de boutique que Sierra aurait adoré. Avant de décider que je ne valais pas la peine de passer du temps à l'intérieur. Ça sent la lavande et l'argent, les étagères sont remplies de bibelots dont personne n'a besoin mais que tout le monde veut. Je trouve rapidement ce que je cherche. Une petite boîte élégante, laquée noire avec une doublure en satin, de la taille d'un écrin à bijoux. C'est parfait, sobre mais lourd d'intention. Le vendeur l'enveloppe dans du papier de soie et je paie content, ne voulant aucune trace de cela sur ma carte. De retour à la maison, je m'assois à table avec la boîte, la demande de remboursement et un stylo. Je veux ajouter quelque chose qui m'est propre, quelque chose qui est aussi profond que ces paroles. J'écris sur une carte simple et des lettres régulières prudentes. Remboursement intégral, dû dans les 30 jours. Voyons qui est vraiment inutile maintenant. Ce n'est pas de la poésie, mais ce n'est pas nécessaire. Je glisse la carte dans la boîte à côté de la lettre, je la scelle et j'attache un fin ruban argenté autour. Cela ressemble à un cadeau, du genre que vous ouvrez avec un sourire avant que votre monde ne change. Je ne veux pas traîner ça. J'appelle un service de messagerie, qui effectue la livraison le jour même, et je leur donne l'adresse de la maison des parents de Sierra. Elle est probablement toujours là, à la cour avec ses amis, en sirotant du vin et en profitant de sa propre intelligence. Avant de vous remettre le coffret, je prends mon téléphone et tape un SMS. Je suis désolé, le premier cadeau n'a pas répondu à vos attentes. J'en envoie un autre. Je pense que celui-ci signifiera plus. J'appuie sur envoyer et j'attends, en regardant l'écran. Sa réponse arrive rapidement, plus nette que jamais. Si ce ne sont pas des diamants, ne vous embêtez pas. Je ris presque, non pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est ainsi. Elle en veut toujours plus, ne voyant jamais ce qui est juste devant elle, je ne réponds pas. Arrive le coursier, un gars du conseil en uniforme gris qui ne pose pas de questions. Je lui remets la boîte, lui donne des instructions pour la livrer directement à Sierra et lui donne un pourboire supplémentaire pour m'assurer qu'elle arrive ce soir. Il hoche la tête et quitte le colis, disparaissant dans le crépuscule. Je verse un autre café et m'installe sur le canapé. La maison était calme, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. J'essaie de regarder la télévision, mais mes yeux continuent de se poser sur mon téléphone posé sur la table basse. Je ne suis pas nerveux, pas vraiment. C'est plutôt comme si j'attendais qu'une tempête éclate. 5 minutes après l'heure de livraison estimée par le coursier, mon téléphone affiche un SMS de Sierra. Qu'est-ce que c'est? Puis un autre m'appelle maintenant. Puis un appel manqué, suivi de 3 autres d'affilée.
Je ne décroche pas. Les notifications continuent d'arriver, les messages vocaux, les DM, les textes s'accumulent si vite que l'écran ne peut pas suivre. Je le coupe, mais le laisse face visible en regardant les chiffres grimper. 10 messages, 20, 50. Au moment où je finis mon café, c'est 137 SMS, appels, messages vocaux, et même quelques emails. Elle s'effondre et je n'ai pas dit un mot. Je me penche en arrière, ferme les yeux et laisse le chaos se dérouler sans moi. Pour la première fois depuis des années, je ne cours pas pour réparer ses dégâts. Je pense à ce qu'elle fait en ce moment. Probablement faire les 100 pas dans le salon de ses parents, ce parfait coffret cadeau déchiré, la lettre dans ses mains. Peut-être que Bray est là en train d'essayer d'en faire une blague qui n'aboutit pas. Peut-être que sa mère est en train de dire des choses inutiles sur la famille. Ou peut-être qu'elle est seule à regarder mon message, réalisant que je ne suis plus le gars qu'elle peut plus bousculer. Je ne ressens pas de joie, pas vraiment, juste un calme étrange, comme si j'avais enfin déposé un poids que je ne savais pas que je portais. Je me lève, rince ma tasse et me dirige vers mon bureau. Le contrat de prêt est toujours sur mon bureau, une copie de celui que je lui ai envoyé. Je le range dans un tiroir, non pas parce que je le cache, mais parce que je n'ai plus besoin de le regarder. C'est fait. Tout ce qui se passera ensuite dépend d'elle avant de se coucher. Je vérifie mon téléphone une dernière fois. Les messages ont ralenti, mais ne se sont pas arrêtés. S'il vous plaît, accusations, excuses, tout cela mélangé. Je ne les lis pas, n'écoute pas les messages vocaux. J'éteins la lumière et me couche, les draps refroidissent contre ma peau. La maison semble différente ce soir, non pas vide mais ouverte, comme si elle attendait quelque chose de nouveau. Je ferme les yeux et pour la première fois depuis longtemps, je ne rêve pas du rire de Sierra ni des sourires narquois de sa famille. Je ne rêve de rien du tout et c'est le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des années. La lumière du matin s'infiltre dans la chambre, douce et grise, mais je suis déjà réveillé, regardant le plafond. Mon téléphone sonne depuis hier soir, un bourdonnement incessant indiquant que j'ai ignoré les messages de Sierra, 137 d'entre eux au moment où je me suis couché. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas besoin de les lire pour savoir ce qu'ils disent. Elle panique, passant probablement par la colère, les larmes et les excuses, essayant de se frayer un chemin pour sortir du trou qu'elle esquive. Je balance mes jambes hors du lit, le sol froid sous mes pieds, et me dirige vers la cuisine. La cafetière gargouilla pendant l'infusion, remplissant l'air d'une amertume familière qui ressemble à celle d'un vieil ami. Je ne me précipite pas. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de réagir. Il s'agit de rester stable, de lui permettre de ressentir le poids de ce qu'elle a commencé. Je verse une tasse et m'assois à la table à manger. Le remboursement exige des jumeaux toujours cachés dans mon bureau. Je n'ai pas besoin de le regarder pour savoir que c'est réel, qu'il est là maintenant, assis dans ses mains comme une horloge à retardement. Mon téléphone s'allume à nouveau, un message vocal cette fois. Je sirote mon café en regardant l'écran afficher son nom. La curiosité prend le dessus et je joue le premier en gardant le volume bas. Sa voix est aiguë, presque aiguë. Noah, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas me faire ça. Rappelle-moi tout de suite. Le suivant est plus doux, ses mots sont un peu flous. Je ne le pensais pas. Ok, j'étais ivre, c'était juste un message stupide. S'il vous plaît, parlons-en. Au 17e message vocal, elle pleure, sa voix à peine audible malgré la statique. Tu gâches tout. Pourquoi tu fais ça? J'arrête d'écouter, non pas parce que c'est difficile à entendre, mais parce que ça ne change rien. Elle n'est pas désolée pour ce qu'elle a fait, elle est désolée que cela la morde en retour. Je coupe le téléphone et le pose face cachée. Le silence dans la maison est plus fort qu'elle, s'il vous plaît. Je suis à la moitié de mon café quand quelqu'un d'autre m'appelle. C'est la sœur de Bry Sierra. Son nom clignote comme un avertissement, je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Mais elle rappelle. Là encore, contre mon meilleur jugement. Je décroche à la 4e sonnerie. Noah, tu es sérieux avec ça? Dit-elle sèchement avant que je puisse dire un mot. Tu t'en prends à ces affaires pour un cadeau stupide. C'est faible même pour toi. Je m'appuie sur ma chaise en gardant ma voix calme. Ce n'est pas une question de cadeau, Bry. Il s'agit d'un prêt qu'elle n'a jamais remboursé. Vous connaissez celle qui a fondé tout son empire. Balbutie-t-elle, essayant de l'interrompre, mais je continue. Peut-être lui demander pourquoi elle pensait que me traiter d'inutile devant le monde était une bonne idée. Il y a une pause et je peux presque l'entendre recalculer. Puis la voix de Calvin intervient. Il a dû attraper le téléphone. Écoute, mec, tu ne plaisantes pas avec la famille comme ça. Laisse tomber ou tu le regretteras. Je ris court et vif, me surprenant moi-même. Famille, tu m'as ri au nez hier. Vous ne pouvez pas jouer cette carte maintenant. Je raccroche et bloque leur numéro, les mains fermes mais le cœur battant. Ils font le tour des wagons, mais c'est trop tard. Les lettres envoyées,
Les coursiers l'ont livré et Sierra a 30 jours pour s'en rendre compte. Je me dirige vers mon bureau plus tard, ayant besoin de routine pour garder la tête claire. C'est un petit cabinet comptable, rien de tape à l'œil, mais je suis bon dans ce que je fais. Les chiffres ne mentent pas. Contrairement aux gens, mon bureau est encombré de feuilles de calcul, mais je n'arrive pas à me concentrer. Mon assistant, Marc, passe la tête pour me demander si je vais bien. J'acquiesce, me forçant à sourire, mais il s'attarde, sentant que quelque chose ne va pas. Des trucs de famille, dis-je, et il en reste là. Vers midi, mon téléphone sonne à nouveau. Pas Sierra, mais une alerte de sécurité provenant de l'immeuble de bureau. J'ouvre le flux en direct sur mon ordinateur portable et je la vois. Sierra, debout dans le hall, les cheveux en désordre, faisant des gestes extravagants en direction du garde. Elle crie quelque chose que je n'entends pas, le visage rouge de désespoir. Mon estomac se noue, non pas de pitié mais avec un étrange détachement, comme si j'observais un étranger. Le garde secoue la tête en désignant la sortie. Elle essaie de le dépasser, mais il est ferme et la guide. Je ferme l'alimentation et me penche en arrière en expirant lentement. Elle s'effondre et je n'ai même pas eu besoin de dire un mot. Le soir, les appels ont ralenti mais les messages continuent d'affluer. Des amis à elle, des connaissances communes, même sa mère, avec un message prudent, pouvons-nous parler? Je ne réponds pas. Je prépare un sandwich pour le dîner, je le mange debout dans la cuisine et je réfléchis à la suite. La boutique de Sierra, c'est sa vie, mais elle n'est pas à l'épreuve des balles. Le prêt de Walter l'a maintenue à flot au début et je connais ses livres. Elle est endettée jusqu'au bout, comptant sur les ventes pour devancer la dette. Cette demande de remboursement n'est pas seulement une facture, c'est une boule de démolition. Je ne ressens pas de triomphe, pas exactement. Mais il y a une tranquille satisfaction à savoir qu'elle ne peut plus m'ignorer maintenant. Je ne suis pas le gars qu'elle a rejeté lors de sa fête, ni celui dont elle s'est moquée en ligne. Je suis celui qui a maintenu son monde ensemble. Et maintenant c'est moi qui tire sur l'épingle avant de me coucher. Je vérifie une dernière fois mon téléphone. Un nouveau message vocal de Sierra, horodaté il y a 1 heure. J'hésite. Puis jouez-le. Sa voix est crue, aucune trace de la confiance qu'elle portait hier. Noah, s'il te plaît, je supprime le message, je m'excuse, quoi qu'il arrive. Ne fais pas ça. Tu me brises. Je le supprime sans répondre, la brisant. Elle a cassé quelque chose. D'abord, nous sommes la partie de moi qui pensait qu'aimer signifiait prendre les coups. J'éteins la lumière et me couche, la maison s'installant autour de moi. Demain, je parlerai à Gilles Roy, pour m'assurer que les prochaines étapes sont propres. Pour l'instant, je ferme les yeux, laissant le silence m'endormir, sans être dérangé par son chaos. Pour la première fois depuis des années, je me réveille avec un texto de monsieur Gilles Roy, court et précis rendez-vous prévu à 14 heures. L'avocat de Sierra a confirmé sa présence. Mon bureau soit là. Mon estomac se serre, non pas à cause de la nervosité, mais à cause du poids de ce qui s'en vient. Aujourd'hui, Sierra et moi serons assis autour d'une table, non pas en tant que mari et femme, mais en tant que débiteur et dirigeant. Je me lève du lit le matin, l'air frais contre ma peau, et je me dirige vers la cuisine. Le bourdonnement de la cafetière est le seul son lorsque je prépare une cafetière, la routine qui m'ancre. Je ne vérifie pas les messages de Sierra. Il n'y a rien qu'elle puisse dire maintenant qui change les calculs. La demande de remboursement existe, un mur de briques légales qu'elle ne peut pas franchir par charme. Je verse une tasse et m'assois à la table à manger en regardant par la fenêtre le chien du voisin qui court après sa queue dans son jardin. C'est presque drôle la façon dont la vie se déroule dehors, alors que la mienne a l'impression de pencher vers quelque chose de définitif. Je m'habille avec soin, un pantalon sombre, une chemise blanche impeccable, pas de cravate. Je veux avoir l'air calme, pas agressif, comme si j'étais ici pour régler une dette, pas pour déclencher une guerre. Le trajet jusqu'au bureau de Gilles Roy est silencieux, juste le bourdonnement du moteur et le murmure occasionnel de la radio. Je n'entends pas vraiment ce que je pense à Sierra, pas à ses larmes ou à ses messages vocaux, mais à la façon dont elle regardait cette machine à expresso et j'étais en dessous d'elle. Je me gare devant le bâtiment de Gilles Roy, une structure basse en briques plus pratique que Tapax en Graveleuil, et je prends une profonde inspiration avant d'entrer. La réceptionniste me fait signe de la tête et je trouve Gilles Roy dans son bureau, entouré d'étagères remplies de livres de droit et d'un bureau qui a l'air plus vieux que moi. Il a la soixantaine, nerveux et aux yeux vifs, avec une poignée de main plus ferme que ce à quoi on pourrait s'attendre. « Noah, » dit-il en me faisant signe d'une chaise. « Tu es prêt pour ça ?» J'acquiesce, assis droit comme je le serai toujours. Je suppose qu'elle a l'air différente, pas la version raffinée d'Instagram à laquelle je suis habitué. Ses cheveux sont tirés en chignon, ses yeux cerclés de rouge, pas de maquillage pour cacher l'attention. Elle s'assoit juste en face de la table, tenant une bouteille d'eau comme si c'était une bouée de sauvetage. Comme l'exécutif,
la demande de remboursement tente d'argumenter, affirmant que le prêt était un cadeau que Walter n'avait jamais eu l'intention de recouvrer. Gilles Roy le ferme avec une seule page du testament de Walter nommant l'exécutif avec pleine autorité. Le contrat est clair. Gilles Roy dit en tapant sur la table, 2 cents. Faites-le maintenant, sans ambiguïté. Patel tâtonne, feuilletant ses notes, mais Sierra reste silencieuse, regardant la table comme si elle contenait des réponses. Je la regarde attendre l'éclat, les larmes, quelque chose. Mais elle est encore presque fragile, comme un verre déjà fissuré et qui sait qu'un seul coup le brisera. Patel change de vitesse et demande une prolongation, invoquant les problèmes de trésorerie de sa boutique. Gilles Roy me regarde. C'est moi qui décide. Je me penchant. Avant, ma voix basse mais ferme. Pas de prolongation. Elle avait 6 ans pour planifier cela. Walter lui a fait confiance pour honorer l'accord. Elle ne l'a pas fait. La tête de Sierra se relève brusquement, ses yeux rencontrant les miens pour la première fois. Il n'y a pas de colère là-bas, juste un jeu brut et désespéré. Noah, murmure-t-elle, à peine audible. S'il te plaît. Ma poitrine se serre, non pas parce que je veux céder, mais parce que je me souviens de l'époque où sa voix signifiait tout. Je soutiens son regard, lui montrant que je ne recule pas. Tu as fait tes choix, dis-je. C'est à moi. Gilles Roy fait glisser un nouveau document sur la table, un accord de remboursement précisant les conditions qu'elle signera aujourd'hui sous peine de poursuite judiciaire. Patel le lit en marmonnant des risques de faillite, mais Sierra l'interrompt. Je vais signer, dit-elle d'une voix plate. Elle sort de son sac un chèque de banque, libellé à l'ordre de la succession de Walter, pour le montant total. Mon souffle se coupe. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit prête, pas aussi vite. Elle le glisse vers Gilles Roy qui l'inspecte et le noue. Règle la dette, dit-il en lui tendant une épingle. Elle signe l'accord en tremblant, puis repousse sa chaise. Tu m'as ruiné, dit-elle en me regardant maintenant, sa voix aiguë mais cassante. Je ne bronche pas. Non, je dis que tu as posté cette photo. Tu m'as traité d'inutile, je t'ai juste cru. Ses lèvres s'entr'ouvrent comme si elle voulait argumenter, mais rien ne sort. Elle attrape son sac et laisse Patel se précipiter pour le suivre. La porte se ferme et la pièce semble plus grande, plus calme. Gilles Roy se penche en arrière et expire. Ça s'est passé plus facilement que prévu, dit-il, un léger sourire tirant sur sa bouche. Je ne souris pas en retour, hoche la tête. Merci de l'avoir géré. Il le fait signe, disant qu'il déposera les documents et m'envoie de la confirmation. Je tiens mes jambes plus lourdes qu'elles ne devraient l'être et je me dirige vers ma voiture. Le retour à la maison est une rue floue, des stop-lumières, le monde passant comme il ne savait pas ce qui vient de se passer. Je continue de voir le visage de la Sierra, pas là en colère de ses messages vocaux, mais le cassé dans ce bureau. Je ne me sens pas victorieux, pas comme je le pensais. C'est plus comme si j'avais fermé un livre que je ne voulais pas finir à la maison. Je saute le dîner, trop câblé pour manger. Je m'assois sur le canapé, le poids de l'accord de remboursement qui persiste, même si c'est juste du papier maintenant. Mon téléphone est silencieux. Pas d'appel, pas de SMS, pas même de sa famille. Il se regroupe probablement, déterminant comment faire tourner cela pour sauver le visage. Je pense à Walter. Comment il hochait la tête s'il était ici, peut-être m'applaudissant sur l'épaule. Il ne m'a pas donné ce prêt pour exercer comme une arme. Il l'a donné pour lui apprendre quelque chose, et moi aussi. Je ne suis pas sûr d'avoir encore tout appris, mais je sais une chose. Je ne suis pas inutile, pas pour lui, pas pour moi-même. Je me couche tôt, la maison s'installant autour de moi comme si c'était enfin le mien. Le sommeil vient lentement, mais quand c'est le cas, il est profond, ininterrompu par les rêves d'elle ou de ce que nous étions. Les jours qui ont suivi la rencontre avec Sierra se sentent différents, comme l'air de la maison s'est dégagé après une tempête. Je me réveille tôt, les lumières du matin douces à travers les rideaux, et pour une fois je n'atteigne pas mon téléphone pour vérifier ses messages. Il n'y a plus rien à dire. Elle a signé l'accord, a remis le chèque et est sortie du bureau de Gilles Roy. Quoi qu'elle fasse maintenant, ce n'est pas mon problème. Je me dirige vers la cuisine, prépare une casserole de café et je m'assois à la table à manger en laissant la chaleur de la tasse s'infiltrer dans mes mains. Le silence n'est plus lourd, c'est juste calme, me donnant de la place pour réfléchir. Je ne m'attarde pas par le passé, pas son poste, pas la fête, pas même le regard dans ses yeux quand elle a réalisé que je ne recula pas. Au lieu de cela, je pense à la suite, à qui je suis. Quand je n'essaie pas de réparer ces dégâts ou de prouver que je suis, un travail me tient à la terre. Mon bureau est un rythme constant des chiffres et des délais et je m'y plonge, reconnaissant pour la marque de clarté. Mon assistant remarque que je suis plus net, plus concentré. Bon week-end, demande-t-il un matin, à moitié plaisantant. Je hausse les épaules, offrant un petit sourire, quelque chose comme ça.
Il ne fait pas de tort et je suis content. Je ne veux pas expliquer ce que ça fait de sortir de l'ombre de quelqu'un pour cesser de porter son poids. En milieu de semaine. J'entends à travers un collègue que la boutique de Sierra est en vente. Les nouvelles atterrissent doucement. Pas un choc, pas une victoire, juste un fait. Je savais que le remboursement la frapperait fort. 200 000 $ ne sont pas des changements de poche et son entreprise était toujours plus flash que la substance. Je ne vais pas chercher des détails, mais j'attrape des extraits. Son Instagram est devenu silencieux. Plus de poteaux organisés de lattes et de sacs de créateurs. Ses disciples doivent se demander où leur reine est allée. Je ne vérifie pas pour confirmer. Je n'ai pas besoin de la voir s'effondrer pour savoir ce qui se passe. Sa famille est une autre histoire. Je reçois un SMS de sa maman Hélène, un message prudent qui se lit comme si elle l'a écrit 10 fois avant d'envoyer. « Noah, je suis désolé, les choses sont tellement chauffées. Pouvons-nous parler ?» Je le regarde. Au cours du déjeuner, un sandwich à moitié alimenté sur mon bureau. Je me souviens d'elle à la fête secouant la tête quand Sierra se moquait de mon cadeau, ne riant pas mais ne l'arrêtant pas non plus. Elle a toujours été polie avec moi, mais c'est le genre de politesse qui vous tient à la durée des bras. Je ne réponds pas, il n'y a rien à dire, pas encore, peut-être jamais. Marie et Calvin restent silencieux, ce qui me surprend, jusqu'à ce que j'entende un ami commun que leur propre entreprise, un bar à 20 tendances qu'ils ouvrent avec l'aide de Sierra, se débat, des licenciements, moins de clients, des chuchotements de dettes. Je ne sais pas si c'est vrai et je m'en fiche assez pour creuser la fissuration de leur monde. Et je ne suis plus celui qui tient le marteau. J'ai fait ce dont j'avais besoin, rien de plus. Je commence à remarquer des changements en moi, petits mais réels. Je ris plus facilement au travail, ne le forçant pas à m'intégrer. Je cuisine le dîner la plupart des nuits, pas fantaisie, juste des œufs ou des pâles, mais ça fait du bien de faire quelque chose pour moi. Un soir, je nettoie le placard du couloir, jetant de vieilles vestes et une écharpe que Sierra a laissée. Il ne s'agit pas de l'effacer, il s'agit de faire de l'espace. Yeah. M'inscris même à un groupe de randonnée de week-end, quelque chose que j'aimais avant que la vie ne soit trop emmêlée. L'idée de marcher dans les bois, pas de signal, pas de drame, me fait avancer. Je ne fume rien, je me dirige vers autre chose, quelque chose que je choisis. Mon téléphone reste silencieux maintenant, aucun flot de messages vocaux ou de SMS. C'est étrange à quelle vitesse le monde avance lorsque vous arrêtez de le chasser. Je pense à Walter parfois, comment il s'asseyait dans son vieux fauteuil sirotant du whisky et parlant de loyauté. Il ne faisait pas confiance à beaucoup de gens, mais il m'a fait confiance, pas seulement avec son argent, mais avec l'avenir de sa famille. Je me demande ce qu'il dirait de tout cela. Probablement quelque chose de bourru comme « tu as fait ce que tu devais ». Je ne me sens pas de culpabilité, pas exactement, mais il y a une lourdeur en sachant que j'ai tiré la broche sur la grenade de Sierra. Elle a construit cette vie brille et pas de fond de teint, mais je suis moi qui l'a fait trembler. Je ne m'attarde pas dessus. Au lieu de cela, je me concentre sur le présent travail. Randonne la voix. Le café a meilleur goût lorsque vous ne le buvez pas. Pour rester éveillé pour la crise de quelqu'un d'autre. Une nuit, je traverse les chaînes, je ne regarde pas vraiment. Lorsque mon téléphone bourdonne, c'est un ami, Jake, me demandant si j'ai entendu parler de la famille de Sierra. Je le rappelle, curieux, malgré moi. Il dit que Calvin et Brie combattent leurs barreaux, saignant de l'argent et que Sierra ne les renvoie pas. Cette fois, elle est différente. Maintenant, il dit, comme si c'était un secret, ne pas publier, ne pas se présenter au brunch. Les gens parlent. Je hoche la tête, même s'il ne peut pas me voir et changer le sujet en football. Je ne veux pas être le gars qui se réjouit, qui a besoin de sa chute pour se sentir entier. Quand je raccroche, je suis assis là, la télévision a été muette, pensant à la vitesse à laquelle son empire s'effondre. Ce n'est pas de ma faute, pas entièrement, mais je ne suis pas innocent non plus. J'ai envoyé cette lettre, écrit cette note, sachant qu'elle l'avait frappé là où ça faisait mal, et c'était le cas. Je me couche tôt. La maison vient autour de moi. Avant d'éteindre la lumière, je regarde une photo de ma commode, moi et Walter dans sa cabine, pêchant des poteaux à la main. Je garde celui-là, pas pour Sierra mais pour lui, pour le gars qui a vu quelque chose en moi quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Peut-être que je vais vendre la maison, me déplacer dans un endroit nouveau ou continuer à construire cette vie pièce par morceaux. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ferme les yeux, le poids du passé plus léger qu'il ne l'a été depuis des années, et laisse le sommeil me prendre. Pas de rêve, juste repose. L'air du matin est croustillant lorsque je sors, mon souffle visible alors que je verrouille la porte d'entrée. C'est samedi et je me dirige vers un café local pour le petit déjeuner, quelque chose que je n'ai pas fait depuis des lustres, pas depuis que Sierra et moi avons cessé de partager les matins de week-end paresseux. Je conduis avec les fenêtres fissurées, laissant le refroidissement me réveiller. The Café S.
À Small Place, hall exposé briques et ask ma tête chère, le genre de spot qui a l'impression d'être ici depuis toujours. Je m'installe à une table d'angle, commande un café noir et un bagel et je retire un livre que je voulais lire. Le bourdonnement de la conversation autour de moi est apaisant, un rappel que le monde tourne toujours, même si le mien a été en pause. Mon téléphone est dans ma poche, mais je ne le vérifie pas. Personne ne fait plus exploser. Pas Sierra, pas sa famille, pas même des amis communs de pêche pour les ragots. Cela fait des semaines depuis la réunion de remboursement, et le silence ressemble à un cadeau dont je ne savais pas que j'avais besoin. À mi-chemin de mon café, j'entends un couple à la table suivante en parlant d'une boutique locale fermant. Je n'attrape pas le nom, mais mon instinct me dit que c'est Sierra. Je ne tends pas à écouter. Tout ce qui se passe avec elle n'est plus mon histoire. Plus tard dans la journée, je reçois un appel de Jake, l'ami qui a toujours mis son oreille au sol. Je suis à l'épicerie en train de choisir des pommes quand il plonge. « Vous entendez parler de Sierra ?» demande-t-il, n'attendant pas de réponse. Elle travaille dans ce café sur Elm Street maintenant, comme derrière le comptoir en faisant des lattes. Pouvez-vous le croire? Je fais une pause dans ma main, la peau fraîche me mise à la terre. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être qu'elle rebondirait, trouverait une autre façon de briller, mais pas ça. Ouais, je dis garder ma voix. Même Jake rit comme si c'était un homme punk clean, de la patronne à barista. C'est à piquer. Je ne ris pas, dis-lui juste que je dois y aller. Je finis de faire du shopping, la conversation persistante comme un petit arrière-goût. Je n'ai pas l'intention de la voir. N'allez pas chercher des preuves. Mais quelques jours plus tard, je suis au centre-ville pour une réunion client et je passe ce café sur Elm. Ce n'est pas exprès, ma réunion est à proximité et j'ai besoin d'un café pour me vider la tête. Je continue de marcher, mais quelque chose me tire à l'intérieur. Peut-être la curiosité, peut-être juste une habitude. La cloche au-dessus de la porte s'encourage et j'ingonde dans un espace chaleureux et bondé, tous de la vapeur et des bavardages. Ensuite, je la vois, Sierra, derrière le comptoir a attaché un tablier autour de sa taille. Ses cheveux sont en queue de cheval lâche, aucune trace de la boucle élégante dans laquelle elle passait des heures. Elle se déplace rapidement, la vapeur de lait, gribouillant les ordres, son visage concentré mais fatigué. Je gèle mon instinct pour tourner et partir, mais les lignes se formant déjà derrière moi et je suis la suivante. Elle lève les yeux et nos yeux se rencontrent. Ses mains arrêtent légèrement le pichet de lait vacillant pendant une seconde. Aucun de nous ne bouge, comme si nous attendions tous les deux que l'autre brise le sort. J'avance, gardant ma voix stable. Juste un café noir, s'il vous plaît. Elle clignote, puis hoche la tête, se tournant pour la verser sans un mot. Je la regarde travailler, pas par pitié, mais parce que c'est surréaliste. Sierra, qui a posé une fois avec $200 latte pour les likes, broyant maintenant un quart de travail comme n'importe qui d'autre. Elle me tend la tasse, ses doigts brossant le comptoir. Pas moi $3, elle dit sa voix basse. Je lui glissais un 5, dis-lui de garder le changement. Elle ne sourit pas, ne se précipite pas, le sonne et se déplace vers le prochain client. Je m'attarde près de la station de ramassage en sirotant le café. C'est bien, mieux que ça à quoi je m'attendais. Elle jette un coup d'œil une fois, ses yeux tranchants mais gardés, comme si elle se préparait à quelque chose de heureux. Maintenant, elle murmure quand personne ne ferme les mots qui portent à peine le sifflement de la machine à expresso. Je rencontre son regard et non pas le tressaillement. Pas content, je dis juste libre. Ses lèvres se resserrent, mais elle ne répond pas. Revenant à la commande d'un client, je quitte le café, la cloche qui se précipitait derrière moi, et je me rends à ma réunion sans regarder en arrière. Le café est encore chaud dans ma main, mais c'est le poids de ce moment qui reste avec moi, elle se tenant là, moi s'éloignant. Ce n'est plus une vengeance, plus. C'est juste la vie avançant, laissant derrière lui ce qui ne va pas. Plus tard, Jake m'envoie plus de ragots. Calvin et Brie vendent leur maison, leur plus jeune a été retiré de l'école privée. Le bar à vin est sur ses dernières jambes. Je ne réponds pas. Leur monde se rétrécit et je n'en fais pas partie, pas même en tant que méchant. Je passe la soirée à cuisiner un simple sauté, rien d'extraordinaire, et je mange à table, mon livre s'est ouvert à côté de moi, la maison ressemble à la mienne maintenant. Pas un champ de bataille ou un musée de ce que je pense de Sierra au comptoir. Pas avec satisfaction mais avec une étrange clarté. Elle n'est pas brisée, pas la façon dont elle le pense probablement. Elle recommence comme moi. La différence c'est que je ne la porte plus, je ne porte personne. Avant de me coucher, je nettoie la cuisine, la routine me calmant. Je regarde mon téléphone, pas de message, pas d'alerte, juste un écran calme. Je suis d'accord avec ça. J'éteins la lumière et monte en lit. Les feuilles coulent et familières. Le sommeil vient facile. Pas de rêve d'elle ou de passé, juste le rythme constant de ma propre respiration, me transportant demain.
L'alarme me retire d'un sommeil profond et pendant un moment je mens, laissant toujours le calme s'installer autour de moi. Il est tôt, le genre de tôt où le monde a l'impression de retenir son souffle. Je pars aujourd'hui pour un voyage en solo dans les montagnes, une semaine dans un lodge loué que j'ai réservé sur un coup de tête. Pas de travail, pas de téléphone, juste moi et le genre de silence que vous ne pouvez pas trouver dans la ville. Je sors du lit, le sol refroidit sous mes pieds, et je commence à emballer, des bottes de randonnée, quelques livres, assez de vêtements pour me garder au chaud, la cuisine est la suivante, où je prépare un café rapide et jette des collations dans un sac. Je ne vérifie pas mon téléphone. Je n'ai pas besoin de savoir si Sierra a posté quelque chose ou si sa famille tourne toujours leur wagon. Cette partie de ma vie ressemble à un livre que j'ai fermé, pas oublié, mais plus ouvert sur mes genoux. J'attrape mes clés, je charge la voiture et j'ai pris la route au moment où le soleil commence à ramper à l'horizon, en peignant le ciel et des stries de rose et d'or. Le trajet est long pendant des heures de route sinueuse et de champs ouverts, laissant la place à des forêts denses et à des pics pointus. Je garde la radio, laissant mes pensées errer. Je pense au café la semaine dernière, Sierra derrière le comptoir, les yeux rencontrant les miens. Ce n'était pas un triomphe, je me sentais, s'éloignant, juste une pièce étrange, comme si j'avais finalement lâché quelque chose que j'avais été trop serré. Je ne la déteste pas, même pas après tout. Je n'ai plus besoin d'elle pour me définir. Les montagnes se rapprochent, leurs ombres s'étendant sur la route et je me sens plus légère à chaque mile. Au moment où je m'arrête au lodge, une petite cabane altérée cachée contre une crête. Je suis prêt à être ici, pour être nulle part ailleurs. Je décharge mes sacs, je suis entré à l'intérieur et je respire l'odeur de la pin et du vieux bois. C'est simple, juste un lit, une cheminée et une kitchée. Mais c'est suffisant, plus que suffisant. Je passe la première journée à m'installer. Je déballe, empile mes livres sur la table et me promenez-vous vers un ruisseau à proximité. L'eau est claire, se précipitant sur des pierres lisses, et je m'assois là pendant un certain temps, laissant le son à noyer toutes les pensées errantes. De retour au lodge, je fais du café, pas d'une machine de fantaisie, mais d'un brasseur goutte à goutte bon marché que j'ai trouvé dans l'armoire. Il est fort, un peu amer, et je le sirote sur le porche en regardant les arbres se balancer dans la brise, mon téléphone est dans mon sac, propulsé depuis que j'ai quitté la maison. Je ne le manque pas. Il n'y a personne dont j'ai besoin d'entendre, pas de crise que je dois réparer. Cette nuit-là, je construis un feu, le crépitement remplissant la pièce en lisant par sa lumière. Le livre est un thriller, rien de lourd, juste assez pour garder mon esprit engagé sans me ramener au passé. Le lendemain matin, je fais de la randonnée sur un sentier recommandé par le livre d'or du Lodge. Il est raide, mes jambes brûlant à mi-chemin, mais la vue en haut, une large vallée encadrée par des pics déchiquetés, en vaut la peine. Je m'assois sur une roche plate prenant mon souffle et mange une pomme de mon sac. L'air est tranchant, propre et je ferme les yeux, le laissant me remplir. Je pense à Walter. Comment il aimerait un endroit comme celui-ci, tout brut et intact. Il me dirait probablement d'arrêter de réfléchir, d'être juste ici. Je souris à la pensée. Jeter le noyau de pomme dans la brosse pour une créature pour trouver la randonnée en arrière est plus facile, la gravité faisant la moitié du travail et je suis endolori mais satisfaite au moment où j'atteins le lodge. Je prépare le dîner, les pâtes avec une sauce jarred que j'ai apportée, et je la mange lentement, savourant le milieu de semaine calme. Je suis assis près du feu lorsque mon téléphone bourdonne. Je l'ai mis en place pour vérifier la météo, et un message de Sierra a glissé avant de pouvoir l'éteindre à nouveau. C'est court. Vous regretterez cela un jour. Je le regarde, les mots brillant dans l'obscurité, regrette quoi? Se défendre, la laissant faire face à ses propres choix. Je le supprime sans le lire deux fois, puis je ferme pour de bon le téléphone. Elle essaie toujours de me ramener en arrière pour me faire sentir comme le méchant, mais je ne joue plus au jeu. Je lance un autre journal sur le feu et ramasse mon livre, laissant ses mots brûler avec les flammes. Elle peut ragoût, peut s'accrocher à sa colère. Mais ce n'est pas mon fardeau, pas maintenant, plus jamais. Le reste de la semaine passe dans un rythme dont je ne savais pas que j'avais besoin. Randonnée, livre, café sur le porche, sieste du soleil de l'après-midi. Je ne pense pas beaucoup à Sierra, ni à sa famille ou à la vie que je laisse derrière. Je pense à moi, ce que je veux, ce qui me fait me sentir vivant. Je note des notes dans un cahier. Je n'ai pas apporté des plans mais des idées. Peut-être prendre le travail du bois, peut-être bouger dans un endroit plus petit, peut-être continuer à faire de la randonnée jusqu'à ce que je trouve un sentier qui ressemble à la maison. Le dernier jour, je suis réticent à partir. Je m'assois sur le porche une dernière fois. Les montagnes sont sombres contre un ciel qui s'estompe et je me rends compte que je souris. Pas à rien de spécifique, juste au sentiment d'être ici entier d'une manière que je n'ai pas été depuis des années. Je fais mes bagages lentement, nettoie le lodge et verrouille la porte derrière moi. Le retour à la maison est calme, le vide de la route maintenant et je ne me précipite pas. Quand je m'arrête dans mon allée,
La maison a la même apparence mais se sent différente, comme si elle m'attendait à la faire à nouveau. Je décharge mes sacs, prépare un pot de café frais et m'assois à la table de la cuisine. Mon téléphone est toujours éteint et je le laisse ainsi. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Sierra Café Shift, le drame de sa famille, les potins que Jack a probablement hâte de partager. Je suis ici en ce moment et c'est suffisant. Je sirote mon café, le goût net et familier, et laisse le calme me faire avancer. Pas d'attente, pas de tension, juste moi et la vie que je commence à construire. Le soleil du matin déborde par la fenêtre de ma cuisine, attrapant la vapeur qui s'élève de ma boue de café. Je suis de retour à la maison une semaine après mon voyage en montagne et la maison se sent différente, plus légère, comme si c'était enfin le mien à façonner. Je sirote ma couvée de café de l'ancienne machine à goutte que j'ai toujours utilisée et jeter un cahier que j'ai commencé dans le lodge. Il est plein d'idées à moitié formées, des sentiers de randonnée, je veux essayer un cours de travail du bois. Je pourrais même prendre une vague pensée à bouger quelque part plus calme. Je n'ai pas besoin de décider aujourd'hui, et c'est la beauté de celui-ci. Pour la première fois depuis des années, je ne cours pas pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Je ferme le cahier et je me dirige vers le salon où les boîtes des choses de Sierra se trouvent contre le mur. Vêtements, livres, une lampe qu'elle aimait. J'ai repoussé avec eux, mais aujourd'hui se sent bien. Je fixe les boîtes, les étiquettes pour le don et les charge dans ma voiture. Il ne s'agit pas de l'effacer, il s'agit de faire de la place pour moi. Je laisse tomber les boîtes dans un magasin de charité locale, le greffier me remerciant avec un sourire qui semble authentique. En retournant, je prends le long chemin, passant des rues que j'évitais parce qu'ils me rappelaient d'elles. Maintenant, ce ne sont que des rues, une chaussée, des arbres, une vie. En continuant à la maison, je m'attaque au reste de la maison, en réorganisant les meubles, en accrochant une nouvelle impression. J'ai acheté un paysage simple, tous les verts et les blouses, comme les montagnes que j'ai laissées derrière. L'endroit a l'air clairsemé mais intentionnel, comme une toile que je commence à peindre. Le travail me rappelle le lendemain et je plonge avec un focus que je n'ai pas eu depuis des mois. Mes collègues remarquent. Marc fait une blague sur ma nouvelle ambiance et je ris, ne prenant pas la peine d'expliquer. Les chiffres ont du sens, j'ai toujours, et je me perds dans les feuilles de calcul, trouvant un rythme qui ressemble à la mienne. Quelques jours plus tard, je rencontre Jack pour une bière dans un bar calme du centre-ville. Il a hâte de parler de Sierra, comme d'habitude, mais je le dirige vers d'autres choses. Travailler, son nouveau chien, un voyage de camping qu'il prévoit. Il obtient l'indice. Surtout, cependant, il ne peut pas résister à une fouille entendue officiellement disparue de sa boutique, vendue pour les arachides. Je hoche la tête, en sirotant ma bière, et j'ai changé le sujet en football. Je n'ai pas besoin des détails. Sa boutique, sa vie, le désordre de sa famille. Ce n'est plus mon histoire. Jack ne pousse pas, et nous passons le reste de la nuit à rire de rien d'important. En marchant à la maison, l'air refroidi contre mon visage, je ressens une légèreté que je ne savais pas que je pouvais porter. Les amis le remarquent aussi, pas seulement Jack, mais aussi les collègues, même le barista de mon café habituel qui dit que je semble moins stressé. Je ne leur dis pas que c'est parce que j'ai cessé d'essayer d'être l'encre de quelqu'un d'autre. Je recommence à faire de la randonnée, en rejoignant ce groupe de week-end où je me suis inscrit. Les sentiers sont locaux, rien de tel que les montagnes, mais le croquant de la saleté sous mes bottes et la brûlure dans mes jambes se sentent bien. Un matin, je reprends mon souffle à un point de vue où une femme du groupe m'offre de l'eau. Son nom est Karen et elle est facile à parler, pas de prétention, juste un sourire rapide et un amour pour le plein air. Nous discutons du sentier, puis du café, et je mentionne que je suis difficile à propos de mon infusion. Elle rit, disant qu'elle est la même, et nous échangeons des histoires sur les meilleures tasses que nous ayons eues. Ce n'est pas un rendez-vous, pas même proche, mais c'est la première fois depuis un certain temps, je parlais à quelqu'un de nouveau sans moi-même. Nous sommes en randonnée avec le groupe et elle agit alors que nous nous séparons. Rien de lourd, juste un instant qui a l'impression de devenir quelque chose si je le laissais de retour à la maison. Je continue de construire cette nouvelle vie, pièce par pièce. Je m'inscris à ce cours de travail du bois, passant le mardi soir apprenant à façonner le cèdre en quelque chose d'utile. Mon premier projet est un gâchis, une étagère bancale, mais je garde un rappel. J'apprends. Je cuisine plus, rien d'extraordinaire, juste des repas qui ont mieux le goût, car je ne mange pas pour combler un vide. Une nuit, je grillais du poulet. Lorsque mon téléphone bourdonne, un réflexe me fait vérifier, mais c'est juste une alerte météorologique. Je me rends compte que je n'ai pas entendu parler de Sierra depuis ce texte de montagne, celui que j'ai supprimé sans une deuxième pensée. Je ne me demande pas ce qu'elle fait. Ne vérifiez pas ses médias sociaux pour voir si elle a de nouveau posté. Je sais qu'elle ne l'a pas fait. Jack l'aurait mentionné. Son monde, cet empire brillant de goût et de brunch a disparu, et je ne suis pas moi qui l'a pris. Elle m'a tendu le match et je l'ai juste allumé.
Je pense à Karen parfois, son rire sur la piste, la façon dont elle n'avait pas besoin pour remplir chaque silence. Je ne l'appelle pas encore, mais je garde son numéro dans mon portefeuille comme une possibilité. Je ne me précipite pas, je n'en ai pas besoin pour le moment. Il suffit de se réveiller sans tension dans ma poitrine, de boire du café qui a le goût du mien, de marcher dans une maison qui commence à se sentir comme à la maison. Je ne déteste pas Sierra, je ne souhaite pas sa douleur, je n'ai tout simplement pas besoin d'elle pour me voir. Walter m'a vu, croyait en moi, et cela suffit pour avancer. Un soir, je suis sur le canapé, un livre ouvert. Quand je me surprends à sourire, pas à rien de spécifique, juste à la joie tranquille d'être ici entier. Je termine le poulet, nettoie la cuisine et me dirige vers le lit, la maison s'installant autour de moi comme un vieil ami. La dernière ligne de ce chapitre de nous joue dans ma tête alors que j'éteins la lumière. Elle a posté un homme inutile et je lui ai montré à quoi cela ressemble lorsque cet homme s'éloigne, prenant tout ce qu'il a construit avec lui. Je ferme les yeux, pas de rêves qui attendent de me retirer en arrière, de dormir profondément et de stable, de me porter dans une vie que je choisis enfin.